Mesdames et messieurs, bienvenue sur Burkina Info. La corruption est là et existe bel et bien au Burkina Faso. Ce cancer gangrène toutes les sphères et constitue un véritable frein au développement du Burkina Faso. Malgré les efforts consentis et les réformes engagées dans la lutte contre la corruption, le phénomène perdure. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Où en sommes-nous avec la répression? Que faut-il faire pour parvenir à résorber ce problème? Voici autant de questions que nous allons aborder au cours de cette émission consacrée au problème de la corruption autour du thème phénomène de la corruption, état des lieux et dispositifs de la lutte. Et pour en parler, nous avons en notre compagnie des experts avisés sur la question, à savoir M. Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État de l'Autorité supérieure de contrôle et de lutte contre la corruption, ASE-LC. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Nous avons également M. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption. Et enfin, M. Couton Néry Philippe Nyon, conseiller à la Cour des comptes. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de la télévision Burkina Info. Merci. Alors, c'est une certitude de dire que la corruption existe bel et bien au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et quel est l'état des lieux qu'on peut faire à ce jour de la corruption au Burkina Faso? Disons que la corruption au Burkina Faso connaît une courbe qui a connu une baisse pendant les périodes de 2014 à 2017 et une courbe ascendante à partir de 2017. Et cela est observable dans la production du RENLAC qui a fait un état des lieux. Et cette courbe est indicative du fait que, à un moment donné, avec l'arsenal juridique et institutionnel qui avait été mis en place, il y a eu une baisse de la perception de la corruption. Et on constate ces derniers temps une envolée, je dirais une envolée de la corruption dans la mesure où la courbe repart à la hausse, alors que le Burkina Faso, qui avait été parmi les pays les moins corrompus, sinon le moins corrompu de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui nous nous trouvons derrière le Sénégal et en deuxième position. Donc il y a une dégradation des indicateurs qui a été d'ailleurs confirmé par le rapport N-1 de l'ASE-LC qui a mis en lumière cette adéquation entre les conclusions du RENLAC et les travaux sur la gestion du gouvernement. Donc, il y a lieu véritablement de reprendre les choses en main parce que la corruption est en train, et c'est là où c'est le plus dangereux, d'être banalisé. D'accord. Et c'est dit que la situation est grave. La situation est grave parce que nous risquons fort, si nous ne sommes pas déjà dedans, d'entrer dans le cadre d'une corruption systémique. D'accord. Et M. Ibriga l'a si bien dit, le RENLAC peint régulièrement le tableau de la corruption au Burkina Faso. Quelle appréciation faites-vous de la situation au Burkina? La perception de la corruption a-t-elle diminué? Merci, Paulin. Oui. Non, pas du tout, comme l'a dit docteur Ibriga tout à l'heure. Il y a eu un moment de baisse, mais vraiment un temps très court. Quand il y a eu l'insurrection en 2014, quand il y a eu tous les textes sur la loi anticorruption, on a senti que les corrompus et les corrupteurs ont eu un peu peur. Parce qu'on disait que plus rien ne sera comme avant. Et certainement, les gens ont dit, ah, si plus rien ne sera comme avant, il faut faire attention. Ça a été de très courte durée. Et la courbe dont il parlait tout à l'heure, si vous la voyez, si j'avais un rapport, je vous l'aurais montré. Si on décrit la corruption comme ça, là, on a vu que ça baisse, ça commençait à baisser, et pop,
c'est reparti. Et aujourd'hui, c'est grave. Le président de la République, quand il prenait le pouvoir, il avait trouvé, et ça c'est un autre acteur externe, Transparency, qui avait noté le Burkina, qui lui avait donné 38 sur 100. Ça c'était en 2015. Et le président a visé en 2020, fin de son mandat, 60 sur 100. Eh bien, on a commencé, on est allé à 42, ce qui était bien. En 2016, on était à 42. Mais ça, c'était le fruit de la partie transition. Et puis, voilà, on a commencé à rechuter. Et actuellement, ben, on est à 40 au lieu de 60 sur 100. Mais ça, c'est les nôtres. Mais sur le terrain, aujourd'hui, chaque jour, vous voyez que les journalistes, vos collègues, dénoncent des gros dossiers. Et nous, ce qui nous a un peu le plus déçus, lorsque nous avons rencontré le chef de l'État en 2018, ou 2017, je commence à faire chaud, des trous de mémoire, pour lui dire, oh là, il faut, hein, vous avez des engagements. Mais il nous a dit que, franchement, lui, il ne voit plus ce qu'il peut faire. Nous avons trouvé que c'était un aveu d'impuissance. Et vraiment, les casseroles sont nombreuses. Beaucoup de dossiers, les jeunes s'engagent dans la corruption. Et nous, ça nous fait beaucoup mal. On a un dossier comme celui de la caisse, où on voulait recruter des 85 agents pour la caisse. On s'est rendu compte qu'au moins 45 des recrues là sont des gens qui ont leurs parents à la caisse, qui ont des notes qui ont été falsifiées, qui ont des copies qui ont été plagiées. Et on va introduire ça dans la caisse de sécurité sociale. On a dit, mais où est-ce qu'on va? Et je ne parle pas du charbon fin qui est en cours. Donc, véritablement, c'est pas je ne vais pas dire qu'il faut pleurer, mais en tout cas, la situation est plus que préoccupante et il ne faut pas continuer à croire que ce n'est rien et qu'on va faire comme ça et puis bon, ça va aller. Tout à fait. Ça va aller là. C'est pas bon pour la lutte contre la corruption. D'accord. Ça ne va pas. Il faut vraiment la prendre à bras le corps. Ça ne va pas comme vous l'avez si bien dit. Et je reprends une citation, le budget n'est pas un coffre-fort, mais un arrosoir. Plus il prend et repent l'eau, plus un pays est prospère. Une citation d'Honoré de Balzac que vous avez eu à citer, on se rappelle, lors de la rentrée judiciaire 2019-2020. En tenant compte des actions menées sur le terrain, pensez-vous que les acteurs ont compris cette citation-là? Bon, les acteurs, je crois que lorsqu'on parle du budget, en lien avec les acteurs, c'est vraiment l'exécutif, le Parlement. Bon, je crois que là, à ce niveau, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, c'est comment l'argent est utilisé. Lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on vote un budget, le budget est censé conduire des actions d'intérêt général. Maintenant, dans la conduite des actions d'intérêt général, ce sont les hommes qui doivent être au devant. Maintenant, lorsque cette personne-là retourne vers son intérêt personnel, ça veut dire que nous sommes en présence d'actes de corruption. Donc, ça veut dire le constat qui est fait à travers les rapports, tels que CGE l'a ressorti, le RELAC l'a ressorti, mais aussi tel que la perception de la population. C'est un élément aussi qu'il ne faut pas occulter. Quelle est la perception? Les rapports sont là, mais on constate que les rapports sont corroborés par la perception que la population a en matière de lutte contre la corruption au Burkina. Donc, en résumé, peut-être les différentes institutions, l'Assemblée, le Parlement, le gouvernement, le budget voté, le budget exécuté. Maintenant, lorsqu'on parle de corruption, c'est les acteurs. Et lorsqu'il y a la corruption, le budget, voilà, l'argent ne peut pas être répandu. Ça veut dire que les fruits de la croissance sont limités au niveau donc, des acteurs qui sont auteurs donc, de la corruption.
D'accord. Et on le sait, vous l'avez si bien dit, la situation est déplorable. Pourtant, un vent fort avait soufflé lors de la transition avec cette loi dite CNT de répression et de prévention contre la corruption. Où en est-on avec ces textes-là et cette loi-là? Disons que la loi a été votée, un certain nombre de décrets d'application ont été adoptés, notamment sur les cadeaux, sur le seuil concernant le délit d'apparence, sur les délais de déclaration de déclaration d'intérêt et de patrimoine. Mais le problème, c'est que l'application de cette loi n'est pas totalement effective. Parce que cette loi demande qu'un certain nombre de moyens soient mis à la disposition des acteurs de la lutte contre la corruption pour faire en sorte que cette loi vive. Je prends simplement un exemple concernant la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Jusqu'à présent, nous n'avons réussi au niveau de l'AECLC, qui a la responsabilité de porter ce dossier, qu'à faire déclarer les politiques. Pourquoi? Parce que la loi avait prescrit des obligations qui auraient été difficiles à l'ASE de mettre en œuvre, puisque nous devions garder les dossiers de chaque déclarant, parce que ces dossiers-là sont secrets, contrairement aux dossiers des politiques. Or, quand vous prenez le formulaire de déclaration tel qu'il est prévu par la loi 04 et que l'on a mis en page, il fait près de 24 pages, et la loi disait que chacun devait remplir 3 formulaires. Alors, pour le garder, c'était difficile. Voilà pourquoi on s'est orienté vers la déclaration électronique. Et là encore, ça demandait des moyens pour construire l'infrastructure, etc. Aujourd'hui, on a pu lancer cela, mais derrière, il faut comprendre que ça demande des moyens pour que cette infrastructure-là soit opérationnelle 24 heures sur 24 pour que les gens puissent faire leurs déclarations. Parce que si vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas déclaré et que la loi a prévu une sanction s'il n'a pas déclaré à temps, et que il va sur la plateforme et il n'arrive pas à déclarer, ça pose un problème. C'est la même chose pour le délit d'apparence, qui a besoin d'être mieux circonscrit et mieux clarifié dans les procédures de sa mise en œuvre et dans ses conséquences. Je prends une des conséquences qui est que le bien que l'on n'arrive pas à justifier, ce bien-là est confisqué au profit de l'État. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une saisie conservatoire et qu'à la fin de la procédure, si la personne n'est pas retenue comme ayant fait l'objet d'un délit d'apparence, on lui rend son bien, ou bien on attend qu'on finisse la procédure et à ce moment on va saisir le bien. Ah, vous comprenez bien que si on attend à la fin, la personne va organiser son insolvabilité et à la fin vous n'aurez plus, l'État n'aura que ses yeux pour pleurer. Il aura investi de l'argent dans une procédure, il sera arrivé à une situation où on considère que la personne est fautive, mais ce que prescrit la loi, on ne pourra pas l'appliquer parce que la personne n'aura plus rien. Et donc, il y a... explique ces blocages. Lorsque vous parlez de cette mise en œuvre de cette loi, vous avez dit qu'il y a des blocages, surtout au niveau de la mise en œuvre de certaines dispositions liées à un manque de moyens. Qu'est-ce qui explique ce blocage à ce jour? Ce manque de moyens, c'est aussi parce que la loi que nous l'avons voulu très généreuse. Et peut-être que nous n'avons pas imaginé le coût que cela peut générer. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre les gouvernants devant leurs responsabilités. La loi a été votée, il faut prendre les moyens
pour véritablement la mettre en œuvre. Et donc, c'est ce que nous avons fait au niveau de la SELC avec la déclaration d'intérêt de patrimoine. Nous avons fait estimer par des techniciens le coût pour l'entretien de la plateforme et au moment du lancement, nous avons bien spécifié au gouvernement, voilà ce qu'il faut au minimum par an pour que la plateforme soit opérationnelle. Et ça, si cela n'est pas fait, ben, ça veut dire que la déclaration ne sera pas opérationnelle et ça va devenir un alibi pour les gens pour ne pas déclarer ou bien pour se débiner du défaut de déclaration. D'accord. Et M. Nakanabo, on le sait, vous l'avez si bien vu, cette loi, beaucoup d'acteurs comme vous attendez beaucoup de cette loi. Pensez-vous que cet instrument, cet outil-là, peut véritablement freiner, être un frein pour la corruption au Burkina Faso? Oui. En tout cas, je suis personnellement fermement convaincu que si on met cette loi-là en œuvre, non seulement on va faire reculer la corruption, et contrairement à ce que d'aucuns pensent, les sommes investies pour la mettre en œuvre là seront largement remboursées et même multipliées avec un facteur, un input. Parce que ce serait comme vraiment un investissement. Parce que si on met cette loi en œuvre, si avec le délit d'apparence, avec les biens mal acquis, si on pouvait récupérer tout cela, on verrait que les sommes qu'on aura investies pour mettre cette loi en œuvre là, on va même oublier. Donc c'est productif. Et c'est faisable. On a des acteurs engagés. L'autorité supérieure de lutte, le contrôle d'État et de lutte contre la corruption est déterminée. Nous en tout cas, nous avons montré au niveau des acteurs étatiques notre volonté de contribuer. Et nous avons aussi des partenaires techniques qui ont qualifié même cette loi de révolutionnaire. Et on la présente même à travers le monde comme un exemple burkinabé à suivre. Mais, et c'est les Burkinabés qui, plus les plus autres autorités, qui traînent et qui hésitent à mettre en œuvre, qui pensent que c'est coûteux d'opérationnaliser l'ASE, alors qu'ils n'ont pas essayé. En tout cas, nous, on ne voit pas la bonne volonté pour mettre la loi en œuvre. Si le petit recul de la corruption qu'on avait entamé en 2016 et 2017 s'était poursuivi, on ne peut pas imaginer tout ce qu'on aurait pu éviter comme perte ou comme fuite financière pour le budget de l'État. Donc, en tout cas, nous sommes fermement convaincus que non seulement la loi elle est bonne, mais il faut la mettre en œuvre et le plus tôt possible serait le mieux. D'accord. Monsieur Nia, êtes-vous d'avis sur ces différentes appréhensions liées à cette loi-là, à cet instrument qui est mis en œuvre pour la prévention et la lutte contre la corruption? Oui, la loi, je crois que c'est son processus d'adoption. C'est d'abord la contribution de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption qui ont permis donc d'avoir cette loi. Donc, à mon sens, ça prend en compte les préoccupations donc des OSC qui interviennent dans le domaine de la lutte contre la corruption. Mais de deux, en lisant la loi, on voit que la loi pratiquement a couvert tous les champs. Le domaine de la prévention, le domaine de la répression, le domaine des poursuites, même hors du pays, c'est-à-dire la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. Donc vraiment, c'est une loi qui, quand on la compare un peu à la Convention de l'Union africaine lutte contre la corruption, on voit qu'elle est en phase avec donc, ces conventions au niveau international. Mais maintenant, c'est une loi. Et la loi, elle comporte des décrets d'application. Pour qu'elle puisse s'appliquer, et moi j'en ai énuméré une douzaine de décrets d'application de la loi. Il faut nécessairement que ces décrets d'application soient adoptés.
Voilà. Et ces décrets d'application, une fois qu'ils seront adoptés, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut des mesures d'accompagnement. L'ASE a besoin de compétences. Il ne s'agit plus d'avoir des financiers. Il s'agit d'ouvrir l'ASE à des compétences qui embrassent pratiquement tous les aspects de la gestion du budget programme. Nous sommes dans le budget programme. Tous ceux qui sont impliqués, tous ceux qui sont impliqués dans l'exécution du budget programme, toutes les compétences ou tous les domaines du budget programme doivent nécessairement avoir leur répondant en termes de compétences au niveau donc, de l'ASE. Mais ce n'est toujours pas tout. Il y a aussi en amont un dispositif qu'il faudra mettre en place. La loi, elle peut être bonne. Les décrets peuvent être pertinents. L'ASE peut être doté de moyens. Mais en amont, il faut qu'au niveau de l'organisation administrative, on revoie l'attelage administratif. Ça, c'est un domaine qui est vraiment indispensable en matière de lutte contre la corruption. Vous savez que la corruption, lorsqu'on pose un acte de corruption, si on occulte le dispositif, on voit nécessairement qu'il y a une faille. Voilà. S'il y a un acte de corruption, il y a une faille dans le dispositif. Et dans le domaine, la faille est analysée comme un risque qui n'a pas été bien cerné par donc, le manager. Donc nécessairement, il faut un dispositif de contrôle interne efficace. Donc en amont, il faut ce dispositif. Il faut un dispositif d'audit interne efficace. Il faut aussi qu'au niveau de la gestion des affaires, on voit pour appliquer les directives au niveau communautaire. Je crois qu'il y a un règlement de la BCEAO qui tente à promouvoir la bancarisation. La corruption, elle est entretenue parce qu'il y a le numérique qui circule. Alors que si on revient vers la bancarisation, elle entraîne la notion de traçabilité des fonds. Le fonds a quitté un point A pour aller à un point B, on peut facilement mener des investigations par rapport au numéraire qui est remis donc, sous la table. Voilà. Donc vraiment tout ce dispositif-là permettra en tout cas d'avoir un meilleur accompagnement de l'application de la loi anticorruption. Alors, c'est dit que le défi est énorme, justement lié à l'application entière de cette loi. Et comme le dit cette citation, la corruption est l'une des mamelles nourricières de la politique, disait Jean-Marie Adiafi dans son œuvre Les naufragés de l'intelligence. N'est-ce pas là réellement le réel problème du Burkina Faso quant à la volonté politique de mettre en œuvre cet instrument-là? Non, disons que de ce point de vue, c'est vrai, c'est-à-dire que l'environnement de la politique est un environnement à très grand risque de corruption. Maintenant, la loi 04 a posé les éléments aussi pour la lutte contre la corruption électorale. Et donc, comme on disait tout à l'heure, le tout n'est pas simplement de mettre en œuvre ce que prescrit la loi 04, mais à l'esprit de la loi. Dans la loi 04, on ne dit pas, par exemple, de plafonner les dépenses de campagne. Mais si on ne plafonne pas les dépenses de campagne, si on n'encadre pas le financement privé, on ouvre des portes à la corruption en amont. C'est-à-dire que on construit les nids de la plutocratie. Et qui dit plutocratie, il dit corruption. Et donc, si moi, je viens mettre mes œufs dans ce panier-là, c'est qu'il faut que ces œufs-là éclosent. Donc, le retour de l'ascenseur au moment où celui qui gagne, voilà. Et c'est ça qui fait que quand vous regardez à ce niveau, il y a un besoin de réformer le système du financement de la politique. Et il faut que tous ceux qui veulent être des mécènes politiques versent leur contribution entre les mains de l'État, qui en retour va leur donner peut-être certains avantages, certains dégrèvements, mais cette somme qui a été mise entre les mains de l'État sera répartie équitablement entre les candidats pour qu'il y ait une saine compétition. Mais sinon, si on laisse la situation telle qu'on la connaît maintenant, et d'ailleurs, il y a une étude, l'AGRA, qui a montré
qu'aucun des partis politiques ne veut qu'on encadre le financement privé. Et ne veut, d'ailleurs même cette étude, beaucoup se sont opposés à sa publication. Parce que c'est clair. C'est clair qu'on nage en eau trouble. Et donc, une fois que cette situation survient, ça pose un problème au niveau des marchés publics. Ça pose un problème au niveau des postes. Il y a un auteur nigérien, un politique nigérien qui a dit que l'homme politique en Afrique, il est victime, il est esclave d'un certain nombre de ceux qui l'ont élu, ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir et ceux qui lui ont donné l'argent pour arriver au pouvoir. Donc, alors, une fois qu'il arrive, il faut bien qu'il contente toutes ces personnes. Et là, c'est le népotisme, c'est le favoritisme, ce sont les marchés fictifs et autres pour pouvoir récompenser les uns et les autres. Donc, la loi 04, il y a la lettre de la loi 04, mais il y a la philosophie de la loi, l'esprit de la loi 04 qu'il faut appliquer, et notamment dans le domaine politique pour endiguer en amont les risques de corruption. Justement, on revient à une activité que vous avez tenue tout récemment. Il s'agit de l'atelier de validation du rapport provisoire d'auto-évaluation du Burkina Faso relativement à la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Quelles ont été les conclusions de ces travaux-là? Disons, les conclusions de ces travaux ont montré que le Burkina Faso, par rapport aux 17 articles qui ont été soumis par la Convention, par le comité consultatif de l'Union africaine, nous sommes bons en ce qui concerne la plupart, mais pour 5 articles, nous sommes simplement en partie. Heureusement, on n'a pas de dispositions dans lesquelles nous n'avons rien fait. Et notamment, un des problèmes, c'est concernant les textes et les structures pour la protection des lanceurs d'alerte. Également, pour la question de cette loi qui vous intéresse beaucoup, à savoir la loi 051, dont les décrets d'application et l'institution n'ont pas encore été adoptés. C'est la question aussi pour la transparence. On a soulevé cette question, la transparence dans le domaine politique, et notamment en ce qui concerne le financement des partis politiques. Et il y a 2 autres domaines dont je ne me rappelle pas de tête ainsi, qui montrent qu'on a 5 domaines dans lesquels il faut que nous performions. Mais l'atelier a bien montré que même là où nous performons, il faut qu'on reste vigilant pour ne pas connaître des retours en arrière. Donc, ça peut constituer pour nous, nous pensons, et pour notre gouvernement, un tableau de bord pour pouvoir voir quelles sont les tâches à accomplir pour créer un environnement anticorruption qui permette une lutte contre la corruption. Et aussi, pour que nous soyons aussi un État respecté, ça veut dire que nous faisons face à nos engagements internationaux. Parce que la tendance, souvent, c'est qu'on signe, on ratifie les conventions, et puis après, quant à leur respect, ça devient un problème. Donc, il y a quand même une satisfaction quand on regarde par rapport à ce que le Burkina Faso a fait, mais toujours, il y a cette idée que les textes sont adoptés, les institutions qui sont mises en place, mais il faut faire en sorte que ces textes et ces institutions soient efficaces. Il est clair que des efforts ont été consentis dans la lutte
la prévention et contre la corruption. Mais il y a lieu de se poser la question, pourquoi la corruption, M. Nakanabo? Qu'est-ce qui explique la présence de la corruption? Pourquoi les gens bercent-ils dans la corruption? C'est la question qu'on se pose de temps à autre au Burkina Faso. Merci. Il y a plusieurs raisons. Mais moi, je pense que les principales, si on peut parler ainsi, c'est la baisse des valeurs morales du citoyen burkinabé. Parce que pour tomber dans la corruption, il faut manquer d'intégrité. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas la pauvreté qui est le facteur déterminant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on est corrompu. C'est vraiment le facteur d'intégrité, le facteur de vivre avec ses propres moyens, le facteur de ne pas vouloir le gain facile, de ne pas vouloir tout de suite et de ne pas être pressé de s'enrichir. C'est ça qui manque le plus aux Burkinabés qui ne méritent pas vraiment leur nom tant qu'ils font dans la corruption. Si on veut revisiter notre nom, on verra que tous les Burkinabés qui trempent dans ça là, ils ne sont pas vraiment des Burkinabés. Parce que Burkinabé veut dire l'homme intègre. Un homme intègre ne fait pas la corruption, quelles que soient les difficultés qu'il peut connaître par ailleurs. Et toutes les études le montrent aisément, hein, ce n'est pas les milieux les plus pauvres qui sont les milieux les plus corrompus. Bien au contraire. Bien au contraire. Et si nous, chaque année, quand on fait le rapport, quand on regarde les secteurs corrompus là, ce n'est pas les plus démunis. D'accord. Ce n'est pas aussi ceux qui rencontrent le plus de difficultés dans leur travail. Donc vraiment, nous avons fait une étude spécifique sur le délitement des valeurs morales et civiques. Et les chercheurs ont dit qu'il faut de toute urgence travailler à reconquérir les valeurs. C'est vraiment, et surtout en direction de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les jeunes sont pressés d'arriver aux affaires, mais ce n'est pas toujours de façon bien intentionnée. Parce qu'en regardant les adultes, qui sont les premiers responsables de la corruption, parce que c'est eux qui ont donné les mauvais exemples. On a dit que l'enfant s'instruit en premier lieu, avant l'école même, par l'exemple. Il a vu, dans la bande dessinée que nous faisons, il y a un acteur qui s'appelle Lignaba. Lui, c'est la corruption. Lui, il est convaincu, lui, c'est l'argent. Et son fils montre toujours son père en modèle et invite tous les autres enfants à suivre le modèle de son père qui a l'argent. C'est un schéma. Mais nous travaillons à déconstruire ce schéma-là pour que notre jeunesse quitte ce schéma-là et comprenne qu'un pays ne va pas se construire dans la démoralité, si je peux utiliser ce terme-là. Tout à fait. Voilà. Et il est clair que cela est vraiment important de ramener la jeunesse sur le droit chemin. Et lorsqu'on parle de la corruption, on parle souvent de la gestion de la chose publique. Qu'en est-il de la gestion vertueuse au Burkina Faso de la chose publique? Est-ce un fait avéré ou est-ce encore une utopie? Je crois déjà sur les repères en ce qui concerne la corruption sont au rouge. Ça veut dire que la question de la vertu également suit le même trajet. Parce qu'arriver à poser un acte de corruption, ça veut dire vraiment c'est être malhonnête. C'est vraiment ça, l'intégrité, manquer d'intégrité. Quand on observe aussi comment les affaires publiques sont gérées par certains, je crois que ça confirme effectivement qu'il y a un délitement donc, des valeurs. Voilà, à titre illustratif, la mauvaise utilisation des biens de l'État, ça c'est un élément qui montre effectivement qu'il y a un délitement des valeurs au niveau donc, des gestionnaires.
les questions des détournements d'argent qui sont détectés donc, dans les rapports donc, des différents corps de contrôle, ce sont des éléments qui confirment effectivement qu'il y a un délitement des valeurs, qui réjaillit sur le comportement de la population. Je crois qu'il y a un phénomène qu'il faut voir, le fait que le représentant de l'État, l'agent public qui représente l'État, qui détient les pouvoirs publics, le fait que lui-même, il a un contrat social avec la population, c'est de veiller à l'application rigoureuse de la réglementation, c'est d'être un modèle. Le fait que ce bonhomme ne soit pas un modèle, il y a un effet sur la population. Quand on regarde les civismes, là, ce n'est pas né du néant, c'est né à travers l'observation du comportement de ceux qui gèrent l'État. Et quand je dis ceux qui gèrent l'État, c'est vraiment nous tous, agents publics, tous ceux-là qui détiennent une parcelle donc, de pouvoir au niveau donc, de l'État. L'intégrité, quand on l'apprécie actuellement, comme l'a dit M. Sagado, ce n'est pas le poste de responsabilité, ce n'est pas le niveau d'études, c'est pas c'est vraiment une valeur intrinsèque à la personne. Et je crois que nous avons reçu ça de nos grands-parents. On a dit, le Burkinabé, c'est celui-là qui est intègre. Il préfère mourir dans la pauvreté que de voler la chose d'autrui. Et voler la chose de l'État, c'est voler la chose d'autrui. Voler les délais publics, le terme délai signifie quoi? Le délai sous. Ça veut dire que la veuve qui a apporté son argent, le délai sous de la veuve, qu'elle apporte au budget de l'État pour qu'on puisse utiliser pour la cause commune. Ça veut dire que ce déni-là a été détourné par celui-là même qui devrait apporter ce soutien à la veuve. Voilà, c'est un élément quand même qu'il faudrait que au plus haut niveau, on revienne sur les valeurs et qu'on voit comment il faut peut-être promouvoir nos valeurs. Et là, pour promouvoir les valeurs, c'est d'abord au niveau du bas âge. Mais c'est aussi la culture de l'exemplarité. Parce que si une personne a eu des difficultés ou a eu un conflit avec l'État à travers la mauvaise gestion, il faudrait nécessairement prendre les responsabilités et les mettre à l'abri, ou mettre les biens publics à l'abri. Tu as une histoire avec les fonds publics, on met les fonds publics à l'abri. Ça veut dire qu'il faut prendre les responsabilités de ne plus responsabiliser une telle personne. Il faut aussi qu'au niveau de l'État, on soit plus regardant sur la sanction. Parce que l'absence de sanction entraîne ce qu'on disait la justification. Telle personne a détourné, rien n'est fait, mieux on le protège. Ça veut dire qu'il y a un autre phénomène que ça crée. Quelqu'un d'autre va poser le même acte et justifier son acte. Parce que le phénomène criminel, là, tant qu'il n'arrive pas à justifier, il ne passera pas à l'acte. Tant que le corrupteur n'arrive pas à justifier son acte, là, il ne passera pas à l'acte. Mais comment il le justifie? Il le justifie à travers la mauvaise gestion. Il le justifie à travers l'absence de sanctions. Il y a des faits avérés qui ne sont pas sanctionnés. Et je fais pareil. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faudrait peut-être qu'on en tienne compte. Et puis aussi, c'est la politisation de l'administration. Ouais. Parce que ça, c'est un élément fondamental. Le fait de responsabiliser quelqu'un qui n'a pas les mérites, alors que dans nos textes, il est dit, avant de nommer certaines personnes à des postes de responsabilité financière, il faut tenir compte de ses capacités techniques, de l'intégrité de la personne. Donc, le fait de nommer quelqu'un qui n'a pas les compétences, je crois que c'est ce qu'on appelle le phénomène de reconnaissance. Et le phénomène de reconnaissance entraîne la corruption. Je t'ai mis au poste, je t'appelle, je dis non, il y a un de mes frères qui a un marché. Tu feras tout pour le devoir de reconnaissance. Ça veut dire qu'il faut qu'on casse le devoir de reconnaissance. Voilà, tout ça, c'est vraiment des mesures indispensables si véritablement on veut aller vers la lutte contre ce phénomène. D'accord. Monsieur Nion évoque quand même une question vraiment cruciale lorsqu'on parle de la corruption. C'est surtout au niveau de la répression. On a comme l'impression que ceux-là qui sont reconnus coupables pour des malversations financières, pour des détournements de fonds, sont aujourd'hui mis à l'honneur, sont mis à l'exergue et sont même récompensés pour leurs agissements. C'est la question de l'impunité, c'est dont vous voulez parler. Avant de venir à cette question, ce que M. Nion a dit, c'est la perte du sens de l'État. Parce que qu'est-ce que l'État? C'est la collectivité en vue du bien de tous. L'État, c'est la totalité.
Mais ce n'est pas notre intérêt individuel. Le bien public, ce n'est pas un bien dont on doit disposer individuellement. Donc, c'est la perte du sens de l'État, c'est la perte du sens du bien commun. Et l'impunité vient du fait que vous avez un environnement, et notamment la politisation de l'administration, et ce dont nous avons parlé tout à l'heure, les conditions de non-encadrement et de non-surveillance du financement privé, qui font que ces cas arrivent. Maintenant, il faut regarder un certain nombre de choses par rapport à cette impunité. Parce que si nous sommes dans un état d'exception, la question sera rapidement résolue. Dans la mesure où si vous êtes convaincu de corruption, ben, on vous saisit et on vous sanctionne. Mais quand vous êtes dans un état de droit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut réunir tous les éléments contre vous. Mais vous avez un certain nombre de principes et de procédures à respecter. Et il suffit simplement que vous manquiez à un petit élément de procédure pour qu'on élimine tout. Donc, ça donne l'impression pour les acteurs de la lutte contre la corruption qu'ils ne travaillent pas. Parce que quand l'avocat sait que son client a tort, tout ce qu'il cherche, c'est le vice de procédure. Et il s'agrippe à ça, il ne cherche même plus à discuter. Donc, ça veut dire que véritablement, il faut que, de ce point de vue, il y ait une synergie d'action entre la justice, les acteurs de la lutte contre la corruption, pour qu'on puisse enlever cette idée de l'impunité. M. Nakadabo a donné l'exemple de la Caisse de sécurité sociale. Ça fait depuis combien de temps on est sur ce dossier? Et sur ce dossier, ben, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, des faits avérés, etc. Mais le problème, c'est que lui-même, il est bien placé. Les avocats ont voulu nier l'évidence en utilisant des éléments de procédure. C'est leur droit. Et quand on est dans un état de droit, c'est un moyen qui est donné. Souvent, on peut se révolter contre cela parce que ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat ne vont pas pouvoir user de cela. Donc, il y a eu comme une sorte de rupture de l'égalité entre les citoyens. Mais c'est les principes de l'état de droit. Et souvent, on appelle des attitudes d'un état d'exception dans un état de droit. Ça devient difficile. Mais l'impunité, c'est cela. Il faut donner au pôle judiciaire spécialisé les moyens pour travailler en faisant en sorte que ça devienne véritablement des pôles spécialisés avec des juges et des personnels spécifiques, plutôt que la situation que nous avons actuellement où les gens font leur travail en plus du travail du pôle. Il faut qu'on donne les moyens à la SELC. Il faut, et cela apparaît clairement dans la loi 082, que les acteurs de la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement la SELC, c'est aussi des acteurs qui sont dans la société civile, ce sont aussi des acteurs qui sont dans le secteur privé. Donc, ça supposerait que ces acteurs-là puissent recevoir de l'État des moyens pour aider l'État à lutter contre la corruption. Et justement, lorsqu'on parle de la loi 082, est-ce que cette loi vous donne la latitude de parvenir à mettre fin à l'impunité au Burkina Faso? Non, je ne peux pas dire que la SE peut mettre fin à l'impunité. Non, la SE n'a pas un pouvoir de sanction. La SE constate des faits, réunit les faits et transmet, quand il y a des éléments qui relèvent du pénal au procureur du Faso,
Et quand il y a des éléments qui relèvent du disciplinaire à l'autorité hiérarchique, il appartient à l'autorité hiérarchique et au juge de sanctionner. Et c'est là la méconnaissance des uns et des autres des fonctions et du rôle de la SELC qui font que, pour beaucoup, on considère que, bon, vous n'avez jamais attrapé un gros poisson. Donc, si vous attrapez un gros poisson, ce gros poisson vous file entre les doigts. Mais non, le rapport et le PV a été fait. Maintenant, il appartient aux structures qui sanctionnent de le faire. Voilà pourquoi, au niveau de la SE, nous avons demandé la mise à disposition d'un magistrat au sein de la SELC pour véritablement huiler le rapport que nous pouvons avoir avec le parquet et les juges. Parce que pendant longtemps, on s'est rejeté la balle. Les juges disant que nos rapports ne sont pas exploitables, nous disant que les juges sont paresseux, ne veulent pas se fouler la rate. Et aujourd'hui, nous avons une embellie des rapports entre la SE et le parquet, ne serait-ce que en ce qui concerne le parquet du TGI de Ouagadougou. Parce que la venue de ce magistrat nous a permis de voir qu'il y a un certain nombre d'actes que nous ne posions pas et qui demandaient au juge, quand il avait notre rapport, de demander encore à des officiers de police judiciaire de faire encore des enquêtes. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut huiler pour que, véritablement, on puisse sortir de l'impunité. Mais ça aussi, c'est tributaire de l'environnement global qui est que le favoritisme, le népotisme, etc. sont les éléments de corruption et donc pourrissent la sanction des actes de corruption. D'accord. Autant dire que la lutte contre la corruption est vraiment une lutte énorme. Et comment arriver à une gouvernance vertueuse au Burkina Faso, M. Nakana? Bon, ce serait prétentieux pour moi de vraiment donner des leçons, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends l'exemple des élections dont parlait Ibriga tout à l'heure. Si les élections sont fraudées, c'est déjà faussé à la base. C'est-à-dire, si ceux qui vont gouverner sont mal élus, ils ne peuvent pas bien gouverner. Donc c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a investi quelques observateurs pour les élections à venir, qui sont déjà sur le terrain. Et je ne vais pas devancer l'Iwan dans l'eau en vous dévoilant ce qu'on a déjà capté. Vendez-nous la mèche, s'il vous plaît. Oui, vous l'aurez. Mais nous pensons sincèrement que le Burkina a mal à son politique. Si les gens pensent que la politique, c'est le terrain de l'enrichissement facile, comme ce qu'on vit aujourd'hui, ben, on a des mauvais jours à vivre. Les hommes politiques doivent être des hommes intègres, des gens qui viennent pour travailler pour leur pays, et non des gens qui viennent, excusez-moi le mot, pour voler. Or, si la corruption électorale s'invite, c'est que, manifestement, ceux qui veulent être élus veulent promouvoir les valeurs qui leur ont permis d'être là où ils sont. C'est-à-dire la corruption, le détournement du bien public, la mauvaise gouvernance, et qui peut, bien sûr, être accompagné de la répression contre les citoyens honnêtes qui vont s'opposer à cela. Là, je dirais que si on doit continuer comme ça, le Burkina n'est pas sur un bon rail. Et si on veut que les gens gouvernent bien, il faut qu'eux-mêmes ils soient bien. Quelqu'un qui n'est pas bien ne peut pas bien gouverner. Tout à fait. C'est pourquoi nous incitons les citoyens à faire une veille citoyenne permanente. Il faut faire en sorte que ceux qui veulent frauder pour être élus députés ou être élus chef de l'État, que ça ne passe pas. Sinon, dès lors que j'ai
j'ai fraudé pour être élu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ce que j'ai fait pour être là où je suis, que je vais continuer, je vais faire la promotion de la corruption. C'est vrai, les gens, des fois, ils parlent, mais ils ne pensent pas que c'est sérieux. D'autres disent non, prenez et ne les votez pas. En réalité, il faut dire aux gens de dénoncer ceux qui font la corruption électorale. Il faut même qu'on puisse les conduire là où il faut. Et nous avons adressé tout dernièrement une lettre au chancelier pour lui dire que nous avons été scandalisés de voir un maire qui a été condamné à 12 mois de prison ferme pour corruption. Je n'ai pas peur de le citer, c'est le maire de Louroubou. Ce monsieur a été décoré en décembre passé. Nous avons dit, mais on est dans quel pays où, quelle que soit votre origine politique, si vous êtes condamné pour corruption, même si vous étiez déjà décoré, on doit retirer votre décoration. À plus forte raison, après la condamnation, vous décorez. Tout à fait. Nous sommes sur ce dossier. Mais je n'ai pas peur d'en parler parce qu'il faut que les Burkinabés refusent. Parce que souvent, les gens ne sont pas au courant. Ils ne savent pas tout le mal qui se fait sur ces histoires-là. Donc, vraiment, pour que la bonne gouvernance survienne, nous mettons l'accent sur les populations. C'est les populations elles-mêmes qui vont récolter le fruit de leur travail. Si les gouvernants savent qu'ils sont redevables et que les gens vont les surveiller avec une grosse loupe, pas la petite loupe du Relac, la loupe du peuple. S'ils sont sous la loupe du peuple, ils n'auront pas d'autre choix que de suivre le chemin que le peuple va leur indiquer. Mais si le peuple les considère comme des nabas, naba, et puis le gars fait ce qu'il veut, mais ça, en tout cas, ça ne va pas conduire à la bonne gouvernance. D'accord. Voilà ma petite contribution sur cette question. Tout à fait. Et justement, lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique, il est rare de voir un rapport de la Cour des comptes sortir sans qu'il y ait une partie en rouge. Aujourd'hui, quelles sont vos recommandations liées à cette mauvaise gestion des acteurs? Je crois que la Cour, dans ses rapports, fait ressortir un peu les actes de mauvaise gestion, si ces actes existent. Maintenant, la Cour n'a pas ce pouvoir de répression. Voilà, pour certains actes, elle saisit donc les juridictions concernées, donc le parquet qui va entreprendre donc les poursuites. Mais pour certains actes aussi, la Cour peut se saisir des cas de faute de gestion. Et pour les fautes de gestion, c'est vraiment les sanctions à l'amende. Maintenant, pour la question de la gestion vertueuse, c'est peut-être dire que c'est vraiment donner l'exemple à partir de là-haut. Voilà, l'exemplarité doit venir donc de là-haut. On le dit, le poisson pourrit par la tête. Par la tête. Oui. Et là, nous avons un cadre juridique en matière de gestion des finances publiques qui s'inspire des directives de l'UEMOA. Nous avions le cadre des corps de contrôle qui s'inspire des normes au plan international. L'ASE obéit aux normes donc, au plan international à travers son organisation, sa composition. Maintenant, c'est de valoriser ces corps de contrôle. Parce que quand on analyse l'ASE, c'est le corps supérieur du contrôle administratif. La Cour des comptes, c'est le corps, la juridiction supérieure au contrôle des finances publiques. C'est les deux entités qui représentent la population. C'est l'œil et l'oreille de la population. Puisque en matière, nous sommes en démocratie et la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La société passe par l'ASE, passe par la Cour des comptes pour le faire. Et pour arriver à une gestion vertueuse, il faut outiller ces structures de contrôle. Pour aboutir à une gestion vertueuse, il faut revoir la qualité des hommes qui gèrent. La question de la moralité ne doit pas être négociable. Voilà. Tu as un passé trouble, on n'en a pas besoin pour gérer l'État. Voilà. Donc la question de la moralité doit être vraiment une question centrale pour choisir et responsabiliser donc, les différents acteurs en matière donc, de gestion donc, des affaires donc, de l'État. Mais aussi il y a la question de la transparence. Parce que la transparence permet aussi de rendre compte et de recevoir la sanction donc, de la population. Donc il faut que suffisamment on autorise et on permette que
tout ce qui se fait, et c'est même ça qui permet de lutter contre la corruption. La corruption se nourrit de la lourdeur des procédures. Le fait que l'administré ne sache pas quelle est la procédure à suivre, il se sent toujours obligé d'apporter quelque chose. Il faut démystifier donc la gestion donc, de l'État. Voilà, donc, à mon sens, c'est vraiment ça qui permettra donc d'aboutir. Et comme l'a dit M. Sagado, pour venir à la gestion donc, des affaires, il faut un sacrifice. Tout à fait. Alors, on ne vient pas à l'État, si je voulais de l'argent, j'allais aller faire le commerce ou aller faire une autre activité. Mais quand on vient au niveau de l'État, il faut l'esprit de sacrifice. Voilà. Et cet esprit de sacrifice, c'est de ne pas poser donc, des actes qui touchent donc, à l'intégrité. C'est de préserver les intérêts donc, de l'État. Et je crois que quelqu'un le disait, si tu veux être riche, il faut pas faire donc les affaires. Si tu viens en politique, n'espère pas être riche. Ça veut dire que si cette formule est universelle à accepter, un homme politique qui est riche, il faut se poser des questions. Et malheureusement, cet état de fait n'est pas avéré au Burkina Faso. Comme on le sait, c'est contraire. Et aujourd'hui, selon vous, comment parvenir à un niveau acceptable de la corruption au Burkina Faso, même si on sait que la corruption ne doit pas exister pour le développement d'un pays? Non, je pense que l'élément le plus important, c'est d'abord la responsabilisation du citoyen. Parce que le citoyen lui-même doit refuser la corruption. Parce que souvent, on a l'impression que la question de la corruption, ça concerne ceux qui gouvernent les autres. Alors que chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, est face à des situations de corruption. Mais comment nous réagissons? Est-ce que nous refusons la corruption ou nous encourageons la corruption? Quand, au feu que nous avons brûlé, le policier veut nous verbaliser et que nous allons à côté pour négocier et remettre quelque chose afin de pouvoir passer, nous nourrissons la corruption. Nous contribuons à la banalisation de la corruption. Donc, il y a une responsabilité citoyenne en ce qui concerne cette question. Il y a ensuite la mise en place de l'infrastructure anticorruption. Et là, il y a un élément important sur lequel nous devons évoluer. C'est-à-dire, il faut établir la liste des moutons noirs de la gestion de l'État. C'est-à-dire les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'ASELC, on dresse une liste de tous ceux qui ont mal géré les deniers publics. Et cette liste noire est mise à la disposition des autorités. Si on nomme quelqu'un qui est dans cette liste noire, les structures de contrôle ont la possibilité de réagir. Sinon, on a des situations où des gens qui ont posé des actes répréhensibles, qui sont épinglés dans les rapports, sont promus. Comme on l'a dit. Oui. Même des condamnés Oui. de justice qui sont Et nommés. ça, Oui. ce sont des situations qui, en fait, font que la corruption se développe. Donc, en plus de cette infrastructure maintenant, le troisième niveau, c'est l'exemplarité. L'exemplarité qui va permettre que ceux qui s'élèvent là se nourrissent de ces valeurs-là. Et voilà pourquoi l'investissement dans la prévention et la sensibilisation des jeunes générations est un atout maître dans lequel le RENLAC s'est déjà engagé avec sa bande dessinée, mais sur lequel vraiment il faut investir. Parce qu'ailleurs, dans les pays nordiques où on donne un site un exemple, c'est parce que les gens ont grandi avec cette culture du refus de la corruption, qui n'admettent pas, et ça ne vient même pas à la tête des dirigeants de poser certains actes. Donc, véritablement, il nous faut créer l'infrastructure, il nous faut dissuader les actes de corruption, il faut que ceux qui gouvernent donnent l'exemple afin que nos jeunes générations grandissent
avec la culture du refus de la corruption. Et nous espérons que nous allons parvenir à cet état de fait. Merci à vous, Luc-Marius Ibriga. Je rappelle que vous êtes contrôleur général d'État de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Et il y a également M. Philippe Nignon Couton, conseiller à la Cour des comptes, et également M. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC. Merci à tous d'être passés sur ce plateau et merci de nous avoir entretenus sur cette question. Et nous espérons que notre débat va permettre de faire évoluer les choses et de parvenir quand même à cet état de fait qui est la tolérance zéro à la corruption. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Burkina Info. Au revoir.